la une de l'actualité, deux hautes institutions du pays à couteau tiré. Le Conseil d'État a empêché ce matin la tenue de la plénière pour l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale, provoquant ainsi la colère des députés nationaux. Entre-temps, Janine Mabunda calme le jeu et annonce le report sine die de l'élection du premier vice-président du bureau. Et puis les élèves de première et deuxième année primaire vont suivre désormais des cours de langue radiophonique de langue nationale. Le lancement officiel a eu lieu ce vendredi. Willy Bakonga encourage les parents à valoriser les 4 langues nationales. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux 20h. D'abord, situation épidémiologique. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars jusqu'au 11 juin, le cumul est de 4 637 cas confirmés, dont un cas probable, 101 décès et 580 personnes guéries, 3 197 patients en bonne évolution, 513 cas suspects détectés après investigation selon le secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte à la pandémie du Covid-19. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, suit de près l'évolution des discussions devant aboutir à la désignation des nouveaux animateurs de la CENI. Les questions liées au bon fonctionnement des institutions étaient au centre des échanges entre le chef de l'État et la présidente de la Chambre basse du Parlement. Entrevue tenue peu avant le Conseil des ministres présidé par le chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi, nous dit Patrick Moukoui. Aux premières heures de la journée, le président de la République, garant de la nation, a voulu s'imprégner du bon fonctionnement des institutions, particulièrement la Chambre basse du Parlement. Avec la présidente de l'Assemblée nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en priorité évoqué la question du processus de désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Le chef de l'État, qui suit de très près les péripéties de la vacation à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, tient à la stabilité des institutions, a déclaré Janine Mabunda au sortir de l'entretien. On a parlé de la date de clôture de notre plénière, de la lutte contre le Covid, de la tendance qu'on voyait. On a aussi parlé de la société civile, laïque ou religieuse, et du fonctionnement des différentes institutions avec une approche relative à la séparation des pouvoirs. Entrevue terminée, le chef de l'État reprend son télétravail. Comme tous les vendredis depuis l'instauration de l'état d'urgence, c'est par vidéoconférence que Félix-Antoine Tshisekedi a présidé la réunion du Conseil de ministres, une 35e de la série qui a fait la lumière sur la situation générale du pays. De la question sanitaire de la pandémie à coronavirus, le Conseil a également été informé de la vente d'une partie de la concession de l'État du Grand Hôtel Kinshasa. Et puis cette nouvelle, les chefs de confession religieuse, membres de la plateforme des confessions religieuses de la RDC, ont annoncé ce vendredi 12 juin avoir jeté leur dévolu sur Maître Ronsard Malonda comme leur délégué commun à la Commission électorale nationale indépendante. Le candidat a obtenu 6 voix et est resté en lice conformément à la charte des confessions religieuses, spécialement en son article 17, en cette période difficile que traverse notre pays. Les chefs des confessions religieuses appellent les leaders politiques et sociaux à plus de responsabilités et à garder un esprit d'écoute au peuple de Dieu, de demeurer dans la prière et la communion fraternelle. Je l'ai dit en titre, les députés nationaux n'ont pas eu accès à l'hémicycle du Palais du Peuple ce vendredi et pour cause, ils ont été empêchés par la police nationale congolaise sous réquisition du procureur général près le Conseil d'État qui avait jugé recevable la requête de Jean-Marc Kabound. Le Conseil d'État avait demandé aussi à la présidente de la Chambre basse du Parlement de suspendre l'élection du premier vice-président, une décision rejetée par les élus qu'ils qualifient d'irrégulier. Après son entretien avec le chef de l'État, la présidente de la Chambre basse du Parlement a annoncé officiellement le report de la plénière consacrée à l'élection du premier vice-président à une date sine die. Sylvie Mwembo. Devant les élus légitimes du peuple, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, a sereinement calmé le jeu après un échange au plus haut niveau
a-t-elle expliqué. Je serai transparente parce que je crois que c'est ça le but qui avait été cherché. On m'a reçu ce matin à un haut niveau et on m'a donné des conseils par rapport à la tenue de la plénière que nous aurions aujourd'hui. Et dans ce conseil, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas encore de clarté au niveau d'une certaine structure politique quant à l'option définitive à lever entre deux individus, un homme et une femme, d'une structure politique donnée pour laquelle nous devions nous réunir aujourd'hui. Alors, je crois aussi que nous avons eu des échanges sincères sur le rôle des autres institutions dans le travail de l'Assemblée nationale. Sur les incidents constatés à l'entrée du Palais du Peuple, le speaker de la Chambre basse du Parlement affirme qu'il n'est pas besoin pour la République de créer une crise institutionnelle en ces moments. J'ai vu un dispositif à l'extérieur de l'Assemblée nationale qui, de facto, ne permet pas non plus aux députés de se réunir aujourd'hui. Parce que si, effectivement, les forces de police encerclent l'enceinte de l'Assemblée nationale, qui est inviolable, il est quand même difficile et irresponsable de demander aux députés de se prononcer aujourd'hui sur le sujet qui nous amenait, à savoir l'élection de la première vice-présidente proposée par ce parti. Ne confondons pas un individu avec les institutions. L'Assemblée nationale fonctionne, nous sommes venus aujourd'hui, nous sommes là, et nous remercions tous ceux qui sont là pour avoir eu la volonté de traduire le mandat que la population du Congo leur a donné, parce que c'est le peuple du Congo qui a donné ce mandat aux députés. Et avec tout respect pour le chef de l'État, puisqu'il nous a prodigué des conseils, et compte tenu du dispositif éminemment sécuritaire qui nous entoure, je crois qu'il est de bon ton de reporter cette élection à une date ultérieure. Les activités de l'Assemblée nationale vont se poursuivre normalement à la convocation, comme d'habitude, des plénières par le bureau. Et puis ce communiqué qui émane de la présidence de la République, loi numéro 20/007 du 10 juin 2020 autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 64980/ZR du 18 octobre 2019 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale du développement au titre de projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale, quatrième phase. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1 est autorisé conformément à l'article 214 de la Constitution la ratification de l'accord de crédit numéro 64980/ZR signé en date du 18 octobre 2019 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement d'un montant de 75 millions de dollars américains au titre de projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale, quatrième phase. Article 2, la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, fait à Kinshasa le 10 juin 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 10 juin 2020, le cabinet du président de la République, professeur Désiré Cachemire Kolongele Ebérante, directeur de cabinet adjoint. Les drapeaux ont été mis en berne dans la capitale burundaise le 8 juin dernier suite au décès de Pierre Nkurunziza, président de la République à Kinshasa. Un livre des condoléances est ouvert. Parmi les personnalités à y inscrire un mot de réconfort, le président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tambwe-Mwamba, qui s'est rendu à l'ambassade de Burundi pour signer le livre de condoléances. Data Chabani. Drapeau en berne dans une atmosphère morose, l'ambassade de Burundi pleure son président Pierre Nkurunziza, décédé le 8 juin dernier des suites de l'arrêt cardiaque à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi au Burundi. Ému par cette disparition brutale, le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe-Mwamba, est allé très tôt matin de ce jeudi 11 juin 2020 à l'ambassade de Burundi pour compatir avec le peuple burundais. Après l'accueil par l'ambassadeur burundais en République démocratique du Congo, Jean-Baptiste Bierengende,
Il a signé les livres de condoléances, suivi de l'échange avec les diplomates burundais de la grandeur de feu le président burundais et ami de la République démocratique du Congo. Pierre Nkurunziza, c'était un homme qui s'est beaucoup battu pour son pays, qui a souffert dans sa chair avant de devenir président du Burundi. Je l'ai connu personnellement, notamment quand j'étais ministre des Affaires étrangères. Et depuis lors, j'avais des excellentes relations personnelles avec lui. Donc, le Burundi a perdu son président, mais moi aussi j'ai perdu un ami. On reconnaît les vrais amis dans les moments difficiles, a dit le diplomate burundais qui a exprimé sa gratitude au président de la Chambre haute du Parlement pour cette visite de réconfort. Je suis très content que le président du Sénat puisse être ici pour signer dans le livre de condoléances. C'est quand même très bon. Je vois qu'on est soutenu, c'est très bien. En juin 2020, une journée décisive dans le procès du présumé détournement des fonds alloués au programme d'urgence des 100 jours. Dans son réquisitoire, le ministère public requiert 20 ans de travaux forcés à l'endroit des prévenus Vital Kamerhe et Jamal, 2 ans de travaux forcés pour le prévenu Muhima. Plus de détails avec Cédric Kenina. 20 ans de travaux forcés, interdiction de droit des votes pour les prévenus Kamerhe, 20 ans de travaux forcés, expulsion du territoire national pour son co-accusé Sami Jamal et 2 ans de travaux forcés pour l'autre co-accusé Muhima, responsable import-export à la présidence de la République. Les réquisitoires du ministère public s'appuient sur l'article 149 du Code pénal après démonstration faite de l'accomplissement matériel du détournement, a-t-il soutenu. Bien avant, la partie civile, dans son plaidoirie, a fait état d'un schéma criminel. Au centre, le prévenu Vital Kamerhe, sa famille politique et biologique, et dont les actes ont été posés sous forme de toile d'araignée, tout en signifiant que le pénal obéit à une certaine règle, notamment la conviction du juge au-delà de tout doute raisonnable, contrairement au civil, qui fait appel à la règle des pièces contre pièces, relevée souvent par les prévenus Kamerhe. En matière de détournement, la preuve peut être entre les mains d'un tiers, contrairement au vol, a renchéri la partie civile, qui a fait mention également des propriétés de la famille Kamerhe acquises pendant la période du présumé détournement de fonds alloués au programme d'urgence de 100 jours. Les prévenus Jamal a clamé naturellement son innocence en prétendant poursuivre les travaux, même s'il arrivait qu'il soit condamné. Son conseil d'avocat a sollicité son acquittement pur et simple, car les infractions à charge de leurs clients sont non établies et ne repose sur aucune base en termes de calcul, ont-ils soutenu. Le co-accusé Muhima a plaidé également non coupable et ces 2 avocats estiment que leur client serait jugé sur base des conceptions philosophiques du droit, car ce dernier n'a fait que son travail, s'estimant victime d'un complot qui viserait en réalité le chef de l'État. Vital Kamerhe évoque sans détour un procès politique tout en se montrant combatif. J'ai dit à ma femme que la messe a été dite. Préparer les enfants psychologiquement à lâcher les prévenus Kamerhe. L'affaire a été prise en délibéré. Le sprint final est pour ce 20 juin 2020. La République démocratique du Congo et le Soudan déterminés à raffermir leurs liens diplomatiques et relancer la coopération sur le plan économique. Hussein El Fadil, ambassadeur du Soudan en RDC, l'a dit à la ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbandeza, au cours d'une audience lui accordée. Gina Ouabiwa. Le ciel est bleu entre Kinshasa et Khartoum. Hussein El Fadil, ambassadeur du Soudan en République démocratique du Congo, était reçu en audience ce jeudi par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbandeza. Au cœur des échanges, la relance de la coopération économique entre les 2 pays, après la pause imposée par le coronavirus. Et nous avons discuté sur des questions précises, certains volets, notamment la coopération économique dans le domaine de l'agriculture, dans le cadre aussi de la coopération des États membres de la CIRGL. Donc, nous avons discuté de ce dossier. Nous avons aussi évoqué la coopération
dans le domaine de l'éducation, de l'institution entre les deux États. Et j'ai retransmis un message aussi de son homologue, Madame la ministre des Affaires étrangères au Soudan, sur son dernier voyage à Khartoum et la suite de ce voyage. Pays d'Afrique orientale, les Soudans a pour langue officielle l'arabe et ses habitants sont appelés Soudanais. Vous le savez, la République du Kenya est candidate de l'Union africaine pour représenter l'Afrique comme membre permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies. En pleine campagne de persuasion, les pays amis à travers le monde soutiennent cette candidature. Georges Massafou, ambassadeur kényan en RDC, compte aussi sur la voix de la RDC. Il a dit au cours d'un point de presse tenu ce vendredi. Rodi Panda. Kenya est porté candidat au poste de non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2021-2022. L'Union africaine avait choisi depuis le 21 août 2019 seul le Kenya pour représenter et défendre les intérêts de l'Afrique en rapport avec le maintien de la paix, le règlement des conflits et les relations internationales fondées sur les règles. Aujourd'hui, le Kenya, à travers toutes ses représentations dans tous les pays du monde, s'est lancé en campagne de persuasion des pays amis pour l'élection prévue en ce mois de juin 2020 au siège des Nations Unies à New York. L'ambassadeur du Kenya en RDC, Georges Massafou, a rassuré au cours d'un point de presse tenu ce vendredi 12 juin 2020 que son pays a une vaste expérience en diplomatie et pèse cette haute responsabilité qui l'attend. Ce sera donc une particularité. Our motivation is that the African Union members. C'est pas nous qui avons voulu, c'est-à-dire que les pays africains ont regardé parmi eux, un consensus s'est dégagé autour de nous. On a dit tiens, vous êtes le mieux qualifié et vous devez aller nous représenter au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent. Kenya has experience. Le Kenya a beaucoup d'expérience en matière de questions qui touchent l'Afrique au plus haut point. La famine, les catastrophes naturelles, de problèmes qui affectent souvent l'Afrique. Le Kenya s'est déjà bien occupé de réfugiés. Le Kenya accueille une grande organisation des Nations Unies qui est là. Donc avec cette expérience, nous allons, n'est-ce pas, bien servir l'Afrique. Vous savez, quelqu'un qui est resté affamé pendant une semaine, il connaît ce que c'est la famine. Mais vous n'allez pas demander à quelqu'un qui mange 5 repas par jour de vous parler de la famine, il ne connaît pas ce que c'est. Donc nous, en tant qu'Africains, nous connaissons comment faire face aux défis à caractère humanitaire. Le Kenya a construit un système démocratique qui a apporté la paix et la prospérité à son peuple. Donc par exemple, nous avons cité le cas de ce que nous appelons au Kenya Building Bridges. Ça veut dire la construction de ponts. Vous voyez, après les élections, ton adversaire politique, ce n'est pas ton ennemi. Vous êtes toujours en mesure de travailler ensemble pour pouvoir apporter la prospérité et la paix. Le numéro 1 de Kenya en RDC n'a pas hésité de remercier à l'avance la RDC, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine et autres qui ont déjà témoigné leur soutien à cette élection du Kenya au siège de non permanent au Conseil des Nations Unies. Après avoir passé plusieurs mois dans les prisons de l'Ouganda, une centaine des Congolais ont été rapatriés par le poste de Kasindi Lubiriki dans la province du Nord Kivu. Ils ont été accusés d'avoir violé les frontières entre l'Ouganda et la RDC sur les eaux du lac Édouard. Ces Congolais pointent d'un doigt accusateur les autorités ougandaises pour les punitions les infligées pendant leur incarcération. C'est le commissaire général aux infrastructures de la province du Nord Kivu qui a représenté le gouvernement de la République, Martial Bandelo, pour le reportage. Ils ont finalement vu le bout du tunnel. Ce Congolais qui était détenu dans différentes prisons en Ouganda depuis 2 ans pour certains et plus de 10 mois pour d'autres. Les 77 compatriotes remis ce jour aux autorités congolaises via le poste frontalier de Kasindi Lubiria sont pour la plupart des pêcheurs habitants de la cité lacustre de Kavinyonge en territoire de Beni. Leur péché était de se retrouver sur le territoire ougandais pendant leur activité de pêche sur les eaux du lac Édouard. D'après les autorités de l'Ouganda, ce qui leur avait valu l'arrestation et même la condamnation par la justice ougandaise. Il faut constater que l'Ouganda accepte les gens d'autres pays de venir chez nous, rester, travailler, sauf il faut suivre la règle. Ces gens ont été mis au cours, mais le président a voulu de leur pardonner pour qu'ils puissent rentrer à leur maison. Et j'espère que les bonnes relations entre nos deux pays
vont continuer. Cette libération obtenue des compatriotes est aussi et surtout les résultats d'une haute diplomatie, avancent les représentants du gouvernement congolais à cette cérémonie. Je vais d'abord commencer à remercier les deux chefs de l'État, celui de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et son homologue de la République ougandaise pour les bonnes relations qu'ils entretiennent. Et la haute diplomatie qui fait qu'aujourd'hui, le peuple congolais qui était prisonnier en Ouganda puisse être pardonné et qu'il soit retourné officiellement. Heureux de retrouver leur pays, ces compatriotes n'ont pas oublié tout de même le calvaire vécu pendant leur détention, motif pour eux de remercier le président de la République pour son implication en leur faveur. Félicitons notre président Félix Tshisekedi. Nous étions en train de cultiver. En ce moment, je me sens bien parce que je viens d'arriver dans mon pays. Nous disons merci au gouvernement central, même au gouvernement provincial. Ils étaient une centaine des Congolais détenus en Ouganda. Les autres sont rentrés la veille par le poste frontalier de Bunagana dans le Rutshuru pour ceux du Nord Kivu. Et ceux de l'Ituri ont été remis aux autorités de RDC au poste frontalier de Goli, en territoire de Mahagi. À Kassindi, c'était de l'extase pour des familiers qui revoient de nouveau les leurs après plus d'une année de détention à l'étranger. Quelques semaines après le lancement des enseignements à travers la classe télévisée, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé officiellement les cours radiophoniques en langue nationale pour les élèves de première et deuxième année primaire. Une occasion pour Willy Bakonga de remettre symboliquement le contenu de ce programme à un échantillon d'élèves, nous dit Eric Kabamba. L'espace 50 a servi de cadre pour le lancement des cours radio-télévisés en langue nationale à l'intention des élèves de première et deuxième année primaire. Une cérémonie en pleine émission télévisée à laquelle ont pris part toutes les parties prenantes à ces programmes très ambitieux initiés par les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les biens fondés de ces cours à distance, mais surtout la quintessence de matières qui seront dispensées, ont été expliqués tour à tour par le ministre de l'enseignement secondaire primaire technique, l'ambassadeur des États-Unis en RDC et l'USAID, l'agence américaine qui apporte son soutien financier. Willy Bakonga a lui-même remis symboliquement les programmes à un échantillon d'élèves et une radio, canal par lequel ces élèves suivront les cours. Ces cours revêtent d'une importance capitale pour Willy Bakonga qui en a déjà lancé deux autres pareils, soucieux de la poursuite de l'enseignement malgré la crise sanitaire. Permettre aux enfants de connaître leur identité, connaître leur culture, puisque ce sont des petits enfants, ils doivent grandir avec un esprit patriotique. Et l'esprit patriotique, c'est d'abord connaître sa langue, connaître, n'est-ce pas, ses valeurs. Permettre aux enfants de connaître, comprendre les leçons qu'on va donner, puisque l'enfant comprend mieux en sa langue qu'en français. Cette démarche de numéro 1 de l'enseignement primaire vient donc s'ajouter au programme classe télévisée sur Éduc TV, sur Radio Okapi et aussi sur les RTNC. Et dans la lutte contre le Covid-19, la TMB, une des banques commerciales installées ici à Kinshasa, a répondu à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Elle a remis une enveloppe de $250 000 américains au profit de la Caisse de Fonds national de solidarité de lutte contre le coronavirus. Cédric Kenina. Il a reçu comme mission la recherche, la collecte de fonds qui seront ensuite rétrocédés sous forme d'aide ou encore d'assistance pour appuyer les efforts dans la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo. Le Fonds national de solidarité de lutte contre le Covid-19 vient de recevoir une enveloppe de près de $250 000 américains de la TMB en guise de contribution. La Covid-19 a impacté négativement nos collectivités, nos communautés et surtout dans le sens de respecter les mesures barrières et accompagner aussi du confinement de la Gombe. Il y a des conséquences collatérales dans la communauté et notre rôle en tant que fonds, c'est d'appuyer, de soutenir cette communauté qui a été touchée par la Covid-19. Institué par ordonnance présidentielle, le Fonds national de solidarité dans la lutte contre le coronavirus, en tant que panier commun, apporte son soutien aux structures sanitaires, aux prestataires de soins en incluant le volet social.
La Société nationale des hydrocarbures a tenu sa réunion ordinaire du conseil d'administration, la réunion au cours de laquelle les membres ont évalué les actions menées pendant une période donnée, nous dit Cédric Kenina. Une réunion ordinaire du conseil d'administration de la Sonaïdroc qui a permis de faire le point sur les stratégies de l'année 2020, la consolider en vue d'entrevoir déjà le bout de tunnel, car beaucoup de choses ont été accomplies durant les 2 dernières années, notamment la mise en place d'un réseau des stations-service, précision des tailles formulées devant la presse par l'administrateur de la Sonaïdroc, Modeste Mbomindaba, et le directeur général de cette entreprise, Hubert Mouimi. Cette entreprise, elle a effectivement connu une période très difficile. Mais depuis les 3 dernières années, on a amorcé une remontée qui s'est confirmée, disons, l'année 2019 que nous venons d'examiner et qui va encore se consolider au cours de cette année 2020. Nous avons remis en place avec l'aide de l'actuel Premier ministre. C'est ce que nous appelons les recettes innovantes, puisque si je devrais m'atteler à ce que j'ai trouvé, l'entreprise ne marcherait pas. De telle manière que la distribution des produits, le transport des produits se fasse conformément aux normes. Il ne suffisait même pas de mettre ces bateaux en conformité, mais il fallait aussi que les barges qui jouent le rôle de tankers puissent être dans les normes, afin que Total, Jeune, Kobil et tout le monde puissent placer leurs produits dedans. Pour assurer une bonne condition sanitaire et éviter au personnel le Covid-19, les bâtiments administratifs ont été désinfectés par un service professionnel sous le regard des responsables de la Sonaïdroc. Bouclons ce journal avec ces communiqués qui nous émanent du ministère de la classe moyenne, petite et moyenne entreprise artisan en ce mois de juin où le monde entier s'apprête à célébrer le 27 juin prochain la journée internationale des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises consacrée par la résolution A/RES/71-279 de l'Assemblée générale des Nations unies du 6 avril 2017. Son Excellence, Monsieur le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat porte à la connaissance du public que le Bureau international du travail a conçu et va diffuser un cours en ligne intitulé PME et Covid-19. L'inscription est en cours, également disponible en langue française. Considérant que ce cours est dispensé dans le cadre de l'appui et du soutien aux petites et moyennes entreprises dans ce contexte particulier de crise sanitaire qui a également des conséquences néfastes au niveau économique et social, l'administration publique, les institutions publiques et privées, les organisations professionnelles qui accompagnent les PME en République démocratique du Congo, le dirigeant des PME ainsi que toute personne intéressée sont instamment priés de bien vouloir s'inscrire massivement afin de suivre les différents modules dispensés. Il est rappelé à tous que la formation sous toutes ses formes est capitale et occupe une place de choix dans le développement de l'entrepreneuriat dans tous les pays. C'est un communiqué signé Moïse Moussa Kabouakoubi. Et puis un autre communiqué, le secrétaire général aux anciens combattants, le général de brigade Kabwanga Kasséou Symphorose a la profonde douleur d'annoncer aux officiers caporaux, soldats et matelots des forces armées de la République démocratique du Congo et à la communauté des anciens combattants le décès survenu ce dimanche 7 juin 2020 à Kinshasa du général retraité Mena Lokita, matricule 4112 878 de suite d'une courte maladie. L'inhumation interviendra ce vendredi 19 juin 2020 à Mbetsekefouti. C'est un communiqué signé par le secrétaire général des anciens combattants Kabwanga Kasséou Symphorose, général de brigade.
Et puis ce communiqué nécrologique, l'Union congolaise des femmes des médias a la profonde douleur d'annoncer à toute la famille communicationnelle, aux amis et connaissances, aux partenaires de l'UCOFEM du décès de leur collègue chargé des finances, Sylvestre Saïdi Nyota, décès survenu le mardi 9 juin 2020 à Kinshasa. Le programme des obsèques se présente comme suit: la levée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph ainsi que l'enterrement à Mbeseke Nouvelle Cité aura lieu le 13 juin 2020. En attendant, le deuil se tient à la résidence familiale sur avenue Faradjé au numéro 48 dans la commune de Kasavubu. Ce communiqué tient lieu de faire part. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de vous le présenter. Joël Lungenza vous revient ici sur ce même plateau à 22h pour une autre édition d'information. Ne sortez que si cela est nécessaire pour éviter la propagation du virus. Je vous retrouve dimanche à 13h30. Au revoir.